Bonjour, et je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enfance ainsi que de la jeunesse de Louis XIII, le roi juste. Après la mort de sa favorite Gabrielle d'Estrées et l'annulation de son union stérile avec Marguerite de Valois, dite la reine Margot en 1599, Henri IV renonça à sa promesse de mariage avec sa maîtresse Henriette d'Entragues et se résolut à épouser le 10 décembre 1600 Marie de Médicis à Lyon, celle-ci apportant une confortable dot qui permet d'effacer la dette française à l'égard de la Toscane. Fidèle à sa réputation, le roi consomma immédiatement son mariage et 9 mois plus tard naquit le dauphin, futur Louis XIII, au château de Fontainebleau, le 27 septembre 1601. La dynastie des Bourbons avait alors son premier dauphin, après les successions troublées lors des guerres de religion. Le petit dauphin passa toute sa petite enfance au château vieux de Saint-Germain-en-Laye, en compagnie de ses 3 sœurs, Élisabeth, Chrétienne, autrement Christine, et Henriette Marie. Élisabeth épouse l'enfant et prince des Asturés Philippe, futur roi d'Espagne, avec son frère Louis qui épouse la sœur de ce dernier, l'archiduchesse Anne, respectivement la même année en 1615. Christine pour le duc Victor-Amédée Ier de Savoie et Henriette Marie pour le futur roi Charles Ier d'Angleterre. Le dauphin passa également son enfance avec Nicolas qui mourut avant 5 ans et Gaston qui va lui causer énormément de problèmes pendant tout son règne. Mais plus surprenant encore, Louis fut également élevé avec les bâtards de son père, le volage vers Galon. Cependant, s'il apprécie les autres enfants du roi, issus d'Henriette d'Entragues, maîtresse de ce dernier, notamment Henri de Verneuil, il n'a en revanche du mépris que pour les Vendôme, dont Alexandre, Catherine Henriette et César, le fameux duc de Vendôme, issus des amours du ver Galon avec Gabrielle d'Estrées, qu'il considère comme une race de chiens. Mais en réaction, gardant une profonde répugnance pour le désordre et la débauche, il eut très tôt parfaitement conscience de son rang. Pour Louis, les premières années d'enfance furent joyeuses, malgré quelques accès de mélancolie qui devinrent fréquents au fur et à mesure qu'il prend de l'âge. Louis manifesta une admiration à son père, qui n'hésitait alors pas à manifester son affection envers son fils et à jouer avec lui. Mais le roi Henri savait également se montrer strict, et reprenant une vieille tradition, il imposa à son fils l'obligation de le servir, notamment à table, en disant au petit dauphin qu'il était le valet à papa. Même après son accession au trône en 1610, Louis fut également fessé et fouetté à de nombreuses reprises, s'agissant alors à ce qu'on lui brise son obstination et sa fermeté, qui furent ses principaux traits de caractère. L'assassinat du roi Henri IV en mai 1610 par Ravaillac traumatisa profondément le dauphin, qui n'est alors âgé que de 9 ans. Et malheureusement, qui plus est, pendant toute son enfance et sa jeunesse, il souffrit durement du manque de tendresse et de réconfort auprès de sa mère Marie de Médicis, qui cette dernière, dont elle resta distante, appréciait davantage son frère cadet, Gaston, duc d'Orléans. Elle cherchera alors à écarter le jeune dauphin du pouvoir pendant des années, le jugeant trop faible pour prendre en main le gouvernement du royaume, et de toute façon, il est atteint d'un fort bégaiement, l'empêchant alors de bien articuler les mots. Souffrant du manque d'affection, le jeune Louis se renferma sur lui-même et fuyant de temps en temps la cour, il préféra alors la rusticité des camps militaires ou des relais de chasse. Mais il est notamment très timide et manque en lui de la confiance et de la prestance, contrairement au roi Soleil. Constamment soucieux de ses prérogatives, il chercha à s'affirmer par des coups de force et par une justice implacable, ainsi que courageux et ferme, et dans les moments difficiles, il avait cependant un grand sens de l'État et de ses devoirs. Après avoir eu 3 nourrices, Louis s'attacha profondément à Antoinette Augeron,
qui l'appelait tendrement dos en dos et qui lui apporta toute son affection. Puis, son éducation fut confiée à une gouvernante, Madame de Montglat, dite Maman Glas, qui dut cependant lutter avec l'entêtement précoce du dauphin. À partir de 1609, celui-ci rejoignit le palais du Louvre, marquant alors ainsi la fin de son enfance. Il passa alors entre les mains des hommes et eut successivement 3 précepteurs, dont Nicolas Vauquelin des Yvetot, Nicolas Lefebvre et David Rivaux, ainsi que des maîtres spécialisés comme Pluvinel pour l'équitation ou Géronimo pour les armes. Mais le personnage principal était son gouverneur Gilles de Souvray, 1545 à 1626, fidèle d'Henri IV et militaire brillant qui fut nommé maréchal de France lorsqu'il quitta le service du dauphin en 1615. Mais ses principes rigides s'accommodèrent mal avec le caractère buté de son élève et leur entente fut souvent difficile. Cependant, malgré une bonne mémoire et de réelles capacités intellectuelles, Louis ne manifeste guère d'enthousiasme pour les études, que ce soit pour les matières littéraires ou les mathématiques. Ainsi qu'il abandonna le latin, et son instruction théorique reste incomplète, mais seule l'histoire reste sa préférence. Le jeune roi s'intéresse également aux arts sous toutes ses formes. Il aime chanter, jouer et écouter de la musique. Et plus tard, il composa même quelques morceaux. De même, danseur émérite, il s'essaye alors également à la création de ballets. Mais n'est guère passionné par le théâtre. Il pratique également et notamment le dessin et apprécie la peinture. Plus curieux et beaucoup moins noble, il révèle un goût pour les exercices manuels, ainsi qu'il fabrique toutes sortes d'objets, comme des armes, des monnaies, des feux d'artifice, des paniers, parfums, etc., et se passionne pour la cuisine et la pâtisserie. Comme la plupart des rois de France, Louis est passionné par l'équitation et plus encore par la chasse, qui est sa distraction principale pendant tout son règne, avec une préférence pour la vénérie et surtout la fauconnerie. Ainsi, il pouvait passer des heures dans sa volière, notamment en compagnie de l'un de ses plus célèbres et grands favoris, Charles d'Albert de Luynes. Enfant, Louis joue aux soldats avec les 120 hommes qui composent sa garde, les faisant alors manœuvrer au son du tambour. À 15 ans, il s'amuse à jouer aux cartes du roi. Surpris, en train de dormir, par son premier favori, qui est le soldat d'Escluseau, il est envoyé en prison dans son lit. Louis possède également ainsi une grande collection d'armes et d'armures et écoute souvent également de la musique militaire. Ayant lu des traités sur l'art de la guerre, il pratique de l'escrime. Au printemps 1610, Henri IV s'apprête à partir en guerre contre l'empereur en Allemagne. Pour consolider le pouvoir de la reine en son absence, il accepte alors de la couronner solennellement à Saint-Denis le 13 mai. Mais le lendemain, alors qu'il se rend chez Sully à l'Arsenal, il est assassiné dans la rue par Ravaillac. Louis XIII est alors proclamé roi, mais du fait de son jeune âge, il est âgé de 9 ans seulement, le Parlement de Paris confie la régence à sa mère, Marie de Médicis. Quelques mois plus tard, le 17 octobre, il est sacré roi à Reims, conformément à la tradition française. Mais, sans expérience du gouvernement, Marie de Médicis doit alors faire face au réveil des grands féodaux, dont les Guises, les Bourbons-Condé, les Montmorency et les Épernon, qui entendent profiter de cette faiblesse pour réinvestir les allées du pouvoir et accaparer les charges et pensions. Ainsi, les princes siègent de nouveau au Conseil du roi, le principal organe du gouvernement, où ils finissent par dominer les anciens ministres d'Henri IV, que l'on appelle les Bourbons. Sully, le surintendant des finances, préfère alors se retirer en janvier 1611, et les grands se partagent alors également les grands gouvernements de province. Au début de l'année 1614, le roi est présenté lors d'un voyage en Bretagne aux États généraux qu'il préside avec la reine-mère, réclamé
par de nombreux princes, comtés, les ducs de Nevers, de Longueville, etc., qui se révoltent et s'opposent à la régente. Le but est de déterminer les pouvoirs de chacun. Pour frapper les esprits, on décide alors de recourir à un procédé déjà utilisé à maintes reprises lors des guerres de religion. Un voyage spectaculaire du jeune roi dans les provinces agitées. Durant l'été, et à la tête d'une petite armée, le roi visite donc les provinces de l'Ouest jusqu'à Nantes et l'ordre est enfin rapidement rétabli. En septembre de la même année, le roi, désormais 13 ans, reconnu majeur par le Parlement de Paris le 2 octobre. Théoriquement, il aurait pu exercer pleinement le pouvoir, mais accepte de nommer sa mère chef de son conseil, ce qui revient à prolonger les pouvoirs de cette dernière à la tête de l'État. Le 27 octobre s'ouvre la réunion des États généraux, d'où fait partie la noblesse, le clergé et le tiers-État réclamés par les grands. Les séances, qui se déroulent alors jusqu'en février 1615, ne débouchent sur rien de concret à cause des divergences entre les trois ordres, et elles ne seront plus réunies jusqu'en 1789. Une des grandes préoccupations de la reine-mère était donc de marier le nouveau roi, souhaitant se rapprocher avec l'Espagne et les catholiques, et impose un double mariage en 1612, malgré bien l'hostilité des princes de Condé et de Soissons, et celle du roi qui déteste tout ce qui est espagnol. Le 9 novembre 1615, à l'occasion d'un grand voyage de la cour dans le sud-ouest, a lieu l'échange des princesses de France et d'Espagne, qui sont Élisabeth, future reine d'Espagne, et Anne, future reine de France, sur l'habit à soie, puis une grande cérémonie de mariage est alors célébrée à Bordeaux le 28 novembre. S'il passe cependant une nuit avec l'infante espagnole Anne, Louis XIII, qui n'a que 14 ans, ne consomme pas le mariage, il n'aura aucun contact physique avec elle pendant 4 ans. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode et au revoir.